Pierre Doré, en introduction, faisait un clin d'œil à l'histoire en disant on est le résultat, la situation présente de l'éducation des adultes est le résultat de quelques décennies. Le Québec a bénéficié au début des années 80 d'une grande commission, la Commission d'études sur la formation des adultes, la CEFA, que l'on connaît, la plupart de nous, comme la Commission Jean, du nom de sa présidente. Et nous avons, je dirais, l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Mme Michèle Stanton-Jean, qui va venir vous partager des réflexions. Elle a comme plusieurs chapeaux, celle de la présidente, mais aussi une personne qui a réfléchi à la question du bien commun. Donc, c'est avec tous ces chapeaux que j'accueille Mme Michèle Stanton-Jean, qui présentement est chercheuse invitée à la faculté de droit du CRDP de l'Université de Montréal. Elle a présidé la commission d'études sur la formation professionnelle et socioculturelle des adultes, communément appelée la commission Jean. Donc, pour ceux qui se sont toujours demandé qui était le Jean dans la commission Jean, bien, vous avez le privilège et l'honneur d'entendre, de faire la connaissance et d'entendre Mme Jean. Vous pouvez ou bien prendre la chaise ou le lutrin à votre convenance. Je vous l'apporte. Oui, je vous amène. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je prendrai un peu d'eau s'il y a de l'eau quelque part. Attends, je pense qu'il y en a ici. Ah oui, il y en a ici bien caché. C'est comme l'éducation des adultes. Bon. Donc, je suis moi-même une archive et historienne. Donc, écoutez, j'ai adoré vos présentations. Ça m'a rappelé. Chaque fois, j'avais une image qui me revenait des années, quand je suis revenue aux études moi-même, en 66, je crois. Alors, je suis née à Québec. Donc, j'avais fait ce qu'on appelait le cours classique, l'équivalent du cégep. Je voulais aller à l'université, mais étant l'aînée de 5 filles, mon père a dit, non, ça suffit les études, là, tu vas travailler. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un job au quotidien Le Soleil comme journaliste. Et j'ai adoré ça. Je pense que mon père a eu raison, parce que j'ai tellement appris de choses sur la production, l'écriture rapide, etc. Et autre chose, j'ai appris à taper à la machine, parce qu'ils ont dit, pour avoir le job à 40 $ par semaine, vous devez, dans 15 jours, avoir appris à taper à la machine. Alors, je me suis précipitée pour acheter une méthode ou une machine, parce qu'à l'époque, il fallait écrire nos articles, même s'il y avait des fautes, c'était pas grave. On mettait ça dans un rouleau, puis on envoyait ça à la composition. Ça fait longtemps. Voilà. Alors ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Mais quand j'ai voulu retourner aux études, je suis allée à l'Université de Montréal. J'ai dit, j'ai un bac SR, j'ai travaillé 3 ans comme journaliste, j'ai suivi vos premiers cours à la télévision sur un certain nombre de choses, le roman, la géographie humaine, etc. J'ai fait les examens, j'avais les crédits. Non, on ne vous reconnaît rien de ça. Je dis, oh, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, ça m'a donné là, déjà l'idée de la reconnaissance des acquis sur laquelle la commission a énormément travaillé. Et ensuite, j'ai travaillé dans un cégep. J'ai fait une maîtrise en andragogie, en éducation des adultes. J'ai travaillé dans un cégep avec tout ce que vous avez dit, là, des chômeurs, des femmes qui revenaient aux études. On a démarré, je pense, le premier programme qui s'appelait deuxième départ, je ne sais plus trop, au Collège Bois-de-Boulogne. C'était le premier, je pense. On a démarré ça pour des femmes. Le cégep a accepté de faire ça. J'ai mis en place, avec d'autres personnes, évidemment, Nouveau départ. J'ai travaillé avec la Fédération des femmes du Québec à faire des programmes pour les femmes sur le leadership. Alors, entre autres, je donnais un cours, on disait, on va vous parler de la gestion du temps. Bien, la gestion du temps, c'est nos maris qui font ça, c'est pas nous. Non, moi, j'ai eu 4 enfants, là. Quand je réponds en même temps, en avant, en arrière, que ma fille attend l'autobus scolaire, puis elle est habillée avec son habit de neige, puis elle va aller faire pipi, c'est de la gestion du temps. Alors, fondamentalement, partir des gens, partir de leur expertise, pour leur faire, comme vous avez dit si bien, reconnaître qui ils sont. Je me rappelle d'avoir fait un cours à l'éducation permanente à l'Université de Montréal. J'ai inventé un cours qui s'appelait Méthodologie de l'éducation des adultes, Study Skill. Qu'est-ce que ça prenait? Alors, je donne un cours à des syndicalistes qui avaient des fonctions d'administration dans leur endroit où ils travaillaient. Et un jour, il m'arrive, alors à l'époque, c'était surtout des garçons, des gros bonhommes, ils disent
Madame, écoutez, on suit un cours de, je ne sais pas quoi, statistique, je ne sais trop, mais les cahiers disponibles qu'on a payés, il n'y en a plus. Moi, je dis, oh my God, vous allez me faire pleurer, vous autres, là. Il n'y a plus de cahiers. Franchement, vous faites du syndicalisme, il n'y a plus de cahiers. Puis vous avez payé, je ne sais pas combien pour ça. La semaine après, ils arrivent et disent, Madame, on a tous nos cahiers. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces gens-là? Comme vous dites, ils étaient revenus enfants à l'école. Les maîtres nous disent qu'il n'y a plus de cahiers. Hein? Il y a quelqu'un qui a dit ça dans les témoignages. Alors, tous les témoignages que j'ai entendus m'ont rappelé tellement de souvenirs. Alors, ils avaient eu leurs cahiers. J'ai fait des cours pour des femmes. Ils m'ont dit, bon, vous donnez une série de conférences sur l'histoire des femmes, sur laquelle j'avais commencé à travailler. J'ai écrit l'histoire des femmes au Québec avec 3 autres historiennes. Alors, ils me disent, vous allez donner une conférence. Non, 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 je donne un cours. Mais non, madame, ces femmes-là, ils ne sont pas habituées, ils viennent à des conférences. Moi, je vais leur montrer comment faire un travail. Alors, elles arrivent, je leur dis ça, puis elles étaient complètement atterrées. Alors, je bâtis le cours à l'époque, amené à la bibliothèque, à la médiathèque, à faire comment écrire un texte, etc., faire la différence entre une biographie et une bibliographie, etc. Et celles qui sont restées, il y en a une ou deux qui ont quitté, ils étaient trop affolées de faire ça. Celles qui sont restées, et là, je leur ai donné des travaux qu'ils pouvaient faire avec la méthode. Quand ils ont présenté leur travail, il y en a qui pleuraient. Et j'ai rencontré longtemps après des femmes qui me disaient « ça m'a incité à travailler dans ma commission scolaire, dans le milieu communautaire ». Alors, c'est toujours le même principe. Partir du monde. J'avais même invité Thérèse Casgrain, qui était vivante à l'époque, à venir les écouter. Elle avait beaucoup apprécié, elle avait beaucoup aimé ça. Donc, juste, je vous dis ça parce que c'est fondamental. Il faut partir du monde, écouter le monde, leur donner confiance. J'ai travaillé avec des chômeurs, mais non, je ne peux pas. Attends un peu, là, assieds-toi, là, puis on va te trouver un stage, mettons, sur un programme qui était financé à l'époque par le fédéral. Alors là, il y avait un stage. L'employeur m'appelait. Il n'est pas venu ce matin. Bon, j'appelle le gars, la fille. Ah, ben c'est parce que j'ai été danser en fin de semaine, je suis trop fatiguée. Appelle l'employeur, dis-lui, il va accepter. Ah, tous ces comportements multiples là, auxquels plusieurs ont fait allusion. Bon, ça, c'était pour démarrer. Maintenant, vous me direz qu'à arrêter. Hein, parce que donc, moi, je voulais vous offrir ici, par toutes sortes de détours, j'ai été sous-ministre de la Santé du Canada, j'ai piloté pour le Canada l'enquête Créveur sur le sang contaminé, la réforme de la loi canadienne sur les tabacs, les suites du rapport Baird sur les nouvelles technologies de reproduction, l'impact sur le Canada d'une éclosion de peste en Inde et d'Ebola au Nigeria. La gestion de tous ces événements a suscité une réflexion sociale, économique et juridique, bien sûr, mais aussi éthique. Parce que mon doctorat, je l'ai fait en bioéthique. Dans notre pays riche, nous sommes et serons placés devant des situations qui nous amènent et nous amèneront à faire des choix qui devront se baser non seulement sur des données quantitatives, mais aussi sur des données qualitatives. Ces choix devront clairement identifier les valeurs sur lesquelles ils seront basés. À cet effet, on mentionne souvent le bien commun, l'intérêt public, l'intérêt général, le vivre ensemble, sans définir ce dont on parle. Ce sont tous ces concepts qui ont, selon les définitions qu'on leur donne, une compréhension et une extension variable. Alors, moi, je vais m'attarder sur le bien commun, mais aussi parler du bien public. Alors, donc, pour toutes sortes de raisons, j'ai fait ma thèse sur le bien commun, ma thèse de doctorat. Après avoir piloté à Paris, à l'UNESCO, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, 2 points, la question était « Une vision du bien commun dans un contexte mondial de pluralité et de diversité culturelle est-elle possible? » Alors, j'ai décidé de travailler là-dessus et j'ai fait un cadre conceptuel sur le bien commun. Alors, j'aimerais ça mettre la diapositive, la première, là, avec la citation. Là, il y en a une, c'est celle-là que je veux. Je vous rappelle cette merveilleuse citation de Camille Lorrain. En septembre 1977, il a dit « L'éducation des adultes a beaucoup contribué à relativiser le temps et le lieu de l'éducation. On n'accepte plus maintenant qu'il y a un temps pour s'instruire et un temps qui est la jeunesse et un temps pour travailler et produire qui est le reste de la vie. On reconnaît qu'il n'y a ni 3e âge ni 4e âge où on ne puisse plus participer aux apprentissages, même ceux de type scolaire, et en bénéficier. » C'est chargé, hein? En même temps, l'éducation des adultes a relativisé le lieu de l'éducation
car elle a étendu bien en dehors de l'université et de la salle de cours l'endroit où on peut apprendre, qu'il s'agisse de la nature, qu'il s'agisse des usines, de la nature déjà quand même, l'environnement, et des usines, qu'il s'agisse d'un local de syndicat ou d'un comité citoyen. On va envoyer la définition à Bernard Drainville, ça lui ferait du bien. Alors, c'est Camille Lorrain qui a mis en place la commission après des pressions de l'ICEA, beaucoup à l'époque, avec Paul Bélanger, un ami à moi, Michel Blondin, qui est devenu commissaire à la commission, dont vous avez sûrement entendu parler en éducation populaire. En tout cas, c'est démarré en 80 et on a remis notre rapport en 1982. Alors, je continue, le bien commun, même maintenant, est à peu près jamais défini. Pour les fins de ma thèse de doctorat, en me basant sur l'expérience acquise dans la gestion de plusieurs dossiers, j'ai fait une revue de la littérature sur ce sujet qui m'a conduite à préciser sa conception à partir des travaux d'Aristote, de Platon, en passant par Thomas d'Aquin, Hobbes, Mill, Rawls, Kant, Habermas, Smith, etc., etc. De tous ces écrits se dégagent deux courants. Un courant humaniste et social, et la définition que j'ai retenue se rattache en grande partie au courant humaniste. Cette réflexion m'a amené à construire un cadre conceptuel suivant les valeurs ou principes représentés dans ce modèle qui doivent jouer entre elles de façon interactive. Alors, je suis arrivée, après toutes ces lectures, à développer, ça c'est le cas, mettons l'autre, là, je pense, la suivante, celle-là. Alors, à développer un cadre conceptuel du bien commun. Alors, le bien commun est là, et en dessous, vous avez la responsabilité. Évidemment, la responsabilité est toute définie. Il faut faire attention de ne pas blâmer des gens qui ne sont pas capables de faire un certain nombre de choses, mais il faut mettre la responsabilité à la bonne place. La justice, la solidarité et l'autonomie. Parce que l'autonomie est très importante, la solidarité et la justice distributive. Ça, c'est mon cadre conceptuel. Maintenant, quand on a fait la commission, avant ça, bien sûr, peux-tu remettre le cadre de la commission que tu avais mis? Voilà. Alors ça, c'était notre cadre théorique qu'on a fait avec tous les commissaires et qui rejoint plusieurs des problématiques que vous avez mentionnées. Le contexte social, il faut tenir quand on fait une politique, le contexte social, économique et politique du Québec, l'éducation des adultes dans une perspective d'éducation permanente, la démocratisation, le développement du potentiel humain, pas le développement du capital humain que je déteste, le développement du potentiel, du port du monde. OK, faire que le monde puisse développer leur potentiel. Une formation de base et auto-formation, prise en charge, le fameux empowerment, là, et l'autonomie responsable, l'accessibilité, qui est une partie du rapport, la transformation d'image et des pratiques, la participation, qui est très, très importante. J'ai continué toute ma vie à travailler sur la participation liée à l'acceptabilité sociale, liée à la consultation, etc., et avoir un modèle synergique, l'organisation, la gestion du financement, etc. Alors ça, c'est notre modèle, à partir duquel on a bâti notre consultation, les rapports que nous avons reçus, je ne sais pas, 125, la consultation qu'on a faite dans tous les, partout, Grande-Rivière, Matane, Sept-Îles, Bécomo, puis on avait pris un modèle où on aidait, on avait ce qu'on appelait à l'époque des poteaux régionaux, des gens impliqués dans le communautaire, qui aidaient les gens à venir nous parler. Parce que dans nos ateliers, on avait des profs, des administrateurs et des étudiants, des apprenants, comme on les appelait, usagers, j'ai ça, c'est pas beau. Donc, on avait ces gens-là, mais souvent les gens pouvaient dire, j'ai pas aimé le cours, mais il fallait les aider à dire pourquoi ils n'avaient pas aimé le cours, comment ça s'était passé, etc. Alors, on les capabilisait, si on peut dire, pour venir nous parler devant tout ce monde. Il y avait des fois un ministre, un sous-ministre, un directeur général, etc. Alors, on était un peu des maniaques d'éducation des adultes. Et pendant qu'on faisait la commission, à l'époque, le gouvernement a coupé dans l'éducation des adultes. Et donc, là, il y a des gens qui se sont mis à dire « Ouais, bien, cette commission-là, c'est un front, parce que pendant qu'ils font ça, ils coupent. » Alors là, on a réuni tout le monde, les syndicats et tout le monde, avec les commissaires. On a dit « Écoutez, on est mort de fatigue. Si vous voulez qu'on arrête, qu'on ne fasse pas le rapport, on ne le fera pas. Mais si vous voulez qu'on continue, on va continuer. Et vous aurez au moins ce bateau dans l'océan pour défendre vos points de vue. Donc, on vous laisse 1 heure, puis on revient. Et puis, si vous voulez qu'on continue, on va faire une conférence de presse demain matin où on va dire au gouvernement,
ne faites pas en sorte qu'on attaque la commission, mais qu'on vous attaque, vous, gouvernement. Alors, on est revenu, ils ont dit, on continue. Alors, on a fait la conférence de presse et j'ai appris, quand je suis devenue sous-ministre et directrice générale de la main-d'œuvre sous Pauline Marois, à l'époque, elle m'a dit, quelques années après, là, quand les gens ont appris à me connaître, le sous-ministre qui était là à l'époque a dit, je vais te raconter quelque chose. Il dit, vous savez, tu sais, quand vous avez fait votre conférence de presse pour dénoncer le gouvernement, Jacques Parizeau a dit, mais c'est qui ce monde-là? Ils ont dit, touche pas à ça, ils connaissent tout le Québec. Alors, ils nous ont sauvé la vie. Donc, le fait qu'on avait vu, je pense, 15 000 adultes, s'ils avaient arrêté de financer la commission, ça aurait été une catastrophe. Donc, voilà un certain nombre de choses. Alors, ça, c'est le cadre de la commission. Et quand vous lisez, il y a un sommaire du rapport qui se trouve dans les archives du CDF. Ils sont d'ici ce matin, je crois. Il y a un sommaire qui est en ligne que vous pouvez... Ah, vous, OK. Qui est disponible. Ça me rassure. Alors, comment, si on remet le cadre... attends un petit peu, il faut que je me retourne dans mon affaire. OK. Alors, remettez le... c'est ça, OK. Alors, comment un tel cadre peut nous aider dans les difficiles décisions que nous avons à prendre et que nous aurons à prendre dans les mois et les années à venir? Comment gérer la santé, l'environnement et l'éducation? Comment prendre des décisions liées au choix des structures destinées aux personnes les plus vulnérables, aux recherches à entreprendre, à l'allocation des ressources en santé, en éducation, dans un contexte de plus en plus individualiste? Moi, mon affaire, c'est ça. Ce contexte a lancé un appel au développement de modes de gouvernance, non seulement national ou régional, mais aussi mondial. Les recherches sur ce sujet abondent à l'heure actuelle. Ces modèles, sans que cela soit toujours précisé, s'inspirent, c'est ça qui est important, de principes et de valeurs qui influencent les orientations proposées, ainsi que le développement des politiques et des stratégies de mise en œuvre. Ces principes et ces valeurs privilégient soit un libre marché, sans aucun souci des impacts sur la société, soit des approches humanistes qui, sans nier les avantages de la recherche de la rentabilité, et se soucient des impacts sociaux des actions engagées. En somme, gouvernements, chercheurs et citoyens s'interrogent sur le vivre ensemble à l'échelle mondiale. La faillite du laisser-faire de la crise économique mondiale qui continue de sévir oblige à une telle réflexion planétaire. Ces politiques et ces stratégies explorent des concepts à renouveler, on le dit, ça, le bien commun refait surface, ou encore de concepts nouveaux. Elles font l'objet de recherches en économie, en droit, en sciences naturelles, en sciences sociales. Dans ce contexte, les discussions sur des concepts comme le ou les biens publics mondiaux, l'intérêt public, l'intérêt général et le bien commun ont refait surface. Comment on peut imaginer une vision universelle du bien commun? Dans notre travail, on s'est interrogé sur l'un de ces concepts, le bien commun, en nous questionnant sur le sens qu'il a pris au cours des siècles et ses applications possibles dans le monde actuel. Il s'agissait de se demander de quoi parle-t-on lorsqu'on réfère à ces concepts, souvent sans les définir. Le bien commun est l'un de ces concepts auxquels on fait régulièrement référence, sans en préciser les contours, parfois pour en souhaiter le renouvellement comme source possible d'un vivre ensemble universel, ou encore pour le discréditer comme étant issu d'une pensée chrétienne occidentale non généralisable. Sans nier cette source, mentionnons que plusieurs auteurs ont, au cours des dernières années, souligné l'importance de remettre ce concept à l'ordre du jour. Alors, il y a un écrivain québécois, M. Jobin, qui a écrit « Le concept du bien commun reprend une actualité dans la littérature philosophique et théologique, et cela se fait avec une volonté de démarquer le concept du bien commun de sa matrice traditionnelle. » Sachant qu'en 2031, le quart de la population canadienne aura 65 ans et plus, nous devons, dans l'élaboration de nos politiques, faire des choix de société difficiles. D'autant plus que les suites des mesures économiques prises durant la pandémie ne nous donneront pas la capacité de faire tout quand on veut puis au moment où on le veut. Alors, comme bien des pays vulnérables, nous aurons, qu'on le veuille ou non, à décider en fonction de principes et de valeurs non seulement économiques, mais sociales et juridiques. Alors, les politiques peuvent nous présenter des textes qui mentionnent certaines de ces valeurs présentées dans le modèle, mais la mise en œuvre sera-t-elle conçue de manière à refléter ces valeurs? C'est là que le défi nous attend. Pour que cette mise en œuvre soit faite de façon juste, responsable et en tenant compte de la justice, de la solidarité et de l'autonomie, il faudra, entre autres, préciser plus clairement et dans un langage accessible
les objectifs des lois, mesures et normes souhaitées. Bon, ça a l'air facile, mais la littératie est encore un gros obstacle. Moi, je suis dans des comités, des fois, sur l'accès à la justice, sur différentes choses, où les gens m'invitent et me disent, bien, toi, Michel, tu peux dire tout ce que tu veux parce que ce que tu as fait, etc. Alors, moi, je peux écouter un chercheur présenter une affaire devant l'Association des consommateurs, devant ci, devant ça, et je peux dire au chercheur à la fin ce que j'ai déjà fait, j'ai rien compris. Alors, il y a des gens dans la salle après qui viennent me voir, bien, nous, on n'avait rien compris, mais on n'osait pas le dire. Alors, il y a le vocabulaire, la vitesse du débit, les concepts utilisés. Donc, la littératie, c'est encore un enjeu majeur. Vous connaissez probablement les statistiques, le niveau de littératie, une bonne partie de la main-d'œuvre. Il n'a pas le niveau 3 qui permet de lire un manuel d'instruction pour la formation, par exemple. Donc, ça, c'est très important, la littératie. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Quand j'étais à la Commission d'éthique du Québec, on a fait un rapport sur les banques de données génétiques. On l'a donné à des gens qui travaillent en alphabétisation. On a dit, fais-nous tes commentaires. Il est revenu, il dit, vous êtes complètement malade. Personne n'est capable de lire ça. Les paragraphes sont trop longs, les mots sont trop compliqués. Alors, on a fait, avec ça, une bande dessinée, avec des scientifiques, mais une bande dessinée avec laquelle on est allé dans les cégeps, on est allé à différentes places, et là, ça a fonctionné. Si on avait été juste avec notre rapport, ils n'auraient pas compris. Il faut mettre en place, ça c'est très important, des processus de consultation de la population afin de bien identifier le niveau d'acceptabilité sociale. Si vous avez déjà lu Habermas, c'est un philosophe allemand qui a écrit beaucoup sur l'agir communicationnel. Lui, il défend beaucoup la participation, la consultation, pas n'importe quand. Là. Moi, j'en reviens pas qu'il n'y ait rien sur l'éducation des adultes dans le texte de M. Drainville, ça n'a aucun sens. C'est incroyable, parce que quand la commission parent a été faite, il avait aussi oublié l'éducation des adultes. Ils ont demandé après à Claude Rayune de faire un rapport sur l'éducation des adultes qui est un petit peu à l'origine de ce qui s'est fait après. Mais ça a pris du temps là, avant que ça bouge. Écoutez, l'éducation au Québec, vous savez qu'on a eu l'éducation obligatoire seulement en 1943, un ministère de l'Éducation seulement sous Paul Gérin-Lajoie en 66-67, quelque chose comme ça. Donc, ça a été long, un long cheminement. Puis là, on nous arrive avec le travail des enfants. J'ai écrit 2 petits papiers dans le devoir là-dessus. C'est un non-sens. Les enfants, il faut trouver des façons. Bon, ils peuvent passer le journal, travailler dans un camp d'été, il y a certaines choses. Mais de les avoir régulièrement au travail, la job d'un jeune, c'est d'être à l'école. Qui viennent nous raconter. Moi, ma fille est en médecine, elle fait du sport, puis on permet qu'elle travaille. Oui, mais ce n'est pas tout le monde là, qui est en médecine qui fait du sport. Il y a du monde où c'est des enfants qui travaillent pour aider les parents qui n'ont rien. Qui n'ont pas les budgets, etc. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'il faut suivre. Alors, quand ils s'annoncent, comme là, sur la politique de Drainville, il faut écrire. Il faut écrire. L'éducation des adultes n'est pas là. Moi, je n'utilise jamais l'éducation aux adultes. J'utilise l'éducation des adultes, qui fait plus référence à l'utilisation des compétences des... Aux adultes, ça donne un coup de transmission. Je te donne mon savoir. Moi, j'aime mieux l'éducation des adultes. D'ailleurs, c'est ça que vous avez utilisé ce matin. Il faut développer des partenariats continus avec toutes les couches de la population, incluant les personnes âgées. Moi, je travaille beaucoup avec le Conseil citoyen, qui est un morceau du réseau Résilience aînée, des bords des aînés. Et donc, je travaille beaucoup pour que, quand il s'annonce une politique, un Conseil citoyen, quelque part, c'est mentionné dans la grosse loi de Drainville, qu'on soit prêt à réagir immédiatement. Avec un modèle, on peut parler du... bon, je vais revenir là-dessus tantôt. Alors, il faut aussi respecter la dignité et la vie privée de tous et de tout. Éviter la mise en œuvre, évaluer, ça c'est très important. Moi, j'ai fait des travaux sur la participation, tout ça, et souvent on évalue, est-ce que ça a été le fun? On s'est bien amusé, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a dit? C'est sûr que tout n'est pas pris en considération, mais si on peut expliquer pourquoi on propose ceci au lieu de cela, etc., c'est utile. Il faut financer de façon adéquate la recherche, vous l'avez dit, dans une perspective interdisciplinaire, ce qui est important. Il y a encore beaucoup de fragmentation et tout ça, de découpage en petits morceaux de tout. Accepter de contribuer à l'aide humanitaire et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça, c'est très important, surtout au niveau international. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'UNESCO, avec l'OMS, avec toutes sortes d'organisations. Donc, les objectifs de développement durable, c'est dans tous les plans de développement de ces organismes. Puis ici, on n'en parle pas tellement, mais donnez-vous la peine de les lire. Il y a 17 objectifs, il y a l'éducation dedans,
Et à l'intérieur de l'éducation, il y a la culture. Et c'est très important de savoir que ce cadre-là existe parce que le gouvernement et fédéral provincial disent qu'ils s'en servent, mais ils s'en servent plus ou moins. Une telle conception du bien commun n'est pas facile à mettre en place car elle conduit à des choix complexes qui ne pourront jamais satisfaire tout le monde. C'est dans le niveau d'acceptation de ces choix par la population. Une place ici où on était assez bon, si je compare à la France que je connais bien, c'est dans l'aide médicale à mourir. Bon, ici, ça s'appelle un soin, comme vous savez, et le travail qu'a fait Mme Yvon et tout ça. Bon, on est arrivé à un niveau d'acceptabilité sociale. J'ai participé à des conférences en France sur ce sujet-là. Chaque Français a son idée là-dessus. Ils n'avancent pas, ils sont bloqués. Alors, nous, avec notre idée de soins, au lieu de suicide assisté ou d'euthanasie, on a trouvé un chemin intéressant. C'est dans le niveau d'acceptation de nos choix par la population qui aura fréquemment à passer d'une approche individualiste à une approche collective qu'on va voir si les objectifs poursuivis par le bien commun peuvent être atteints. Alors, quand j'avais fait toute cette recherche, j'avais identifié les principales caractéristiques des deux courants, le courant plus économique et le courant humaniste. Alors, dans le courant économique libéral, néolibéral, on a une inspiration théorique. Je vous parle de l'inspiration théorique, le rôle de l'État, les valeurs, les organisations représentatives. L'inspiration théorique, pour ce qui est du courant néolibéral, c'est des philosophes, bon, j'ai toute une série de philosophes, dont Hayek, Friedman, qui disent on n'a pas besoin de l'intervention de l'État. Sauf des fois, peut-être, mais en général, ils sont contre l'intervention de l'État dans ce courant-là. Beaucoup basé sur le droit positif. Les valeurs sont autonomie, liberté, justice. Les organisations internationales qui sont plus dans ce courant néolibéral sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Dans le courant humaniste, on a des théoriciens comme Habermas, que je vous ai mentionné, Kant, Mill, Hobbes, etc., etc. Et le rôle de l'État là-dedans, dans le courant humaniste, intervient même massivement pour assurer la justice redistributive. Dans le courant humaniste, le rôle de l'État est défini comme ça. Les valeurs, équité, justice, solidarité, responsabilité, dignité. Les organisations qui ont plus ce courant en tête, il y a l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé et la FAO. La FAO, c'est sur la nourriture. Alors, quand vous préparez des choses dans toutes vos organisations, c'est bien de citer certains... qui en a parlé ce matin? C'est ce qui vient de sortir là, de Hambourg. C'est Pierre? Pierre? C'est toi? Bon, OK. C'est très bon. C'est excellent, ce document-là. Ça rejoint beaucoup des choses qu'on a ici. Et il y a des choses aussi sur le Québec dedans. C'est très intéressant. Alors, il parle d'un apprentissage, j'ai trouvé ça intéressant, ce mot-là, l'apprentissage flexible qu'il faut utiliser en éducation des adultes, qui veut dire de s'adapter à tous les... Oui, OK, merci. De s'adapter à tous les contextes sociaux et économiques. Donc, on n'aura pas toujours parfait le bien commun. Puis le bien public, on regarde. L'hydro parle de privatiser, la santé, privatiser certaines choses en éducation. Donc, le privé, là, s'insère un peu partout. On n'aura pas le temps de parler de ça, mais avec des problématiques un peu difficiles. Alors, on voit donc que le courant néolibéral est plus sur le bien public, est plus centré sur le bien public qui a une valeur économique, est trop basé sur une vision économique. Là, je vous parle du bien public. Tout est basé sur la production de services pour stabiliser l'économie. Il faut aider la croissance du marché. Ainsi, l'éducation est présentée comme un bien public qui peut être générateur de bénéfices pour la société et pour les employeurs. Cette vision est souvent présentée comme un nouvel habillage pour rénover des rapports inégaux sans en modifier les fondements. Une récupération du développement face à l'échec de plusieurs stratégies. Le bien commun et l'intérêt général, qui sont à peu près des synonymes, c'est plus humaniste. C'est une approche plus sociale. En éthique, cela signifie que tous les membres d'une société bénéficient de ce qui est mis en œuvre. Ce qui est mis en œuvre doit profiter et aider le monde. D'où, par exemple, l'État-providence. Alors, comment on peut concilier tout ça? Vous dites peut-être, on fait juste dire parler du bien commun, il y a ceux qui font une politique qui n'aimeront pas ça, mais il y a des façons. Je vais vous donner, par exemple, au point de départ, quand on parle de quelque chose, une politique qui va se faire, il faut identifier les valeurs qui sont en jeu. Il faut recueillir l'acceptabilité sociale, comme on a fait pour l'aide médicale à mourir. Par exemple, Habermas a écrit un livre qui s'appelle « La théorie de l'agir communicationnel », qui est beaucoup vers ça. On peut rejoindre les deux. Donc, si on fait une politique de formation de la main-d'œuvre, évidemment qu'il va y avoir des enjeux économiques là-dedans. Qui va gagner? Alors, il faut, par exemple,
Persuader les employeurs d'analyser sa main-d'œuvre. Moi, j'avais fait avec Pauline Marois un petit programme de formation en entreprise, mais on disait, si vous voulez qu'on vous donne les sous, en premier, il va falloir analyser qui travaille pour vous. Même des petites entreprises découvraient qu'il y avait des travailleurs qui avaient un niveau de scolarité très bas, qui n'avaient pas lu un livre depuis de nombreuses années, mais ils ne le disaient pas. Il y avait des manuels qui ne comprenaient pas les mots, ce que ça voulait dire. On avait eu un marchand de couteaux. Bien, il a dit, en faisant l'analyse de qui est ma main-d'œuvre, j'ai vu pourquoi mes appareils se brisent. Parce que même si j'ai des nouveaux manuels et tout ça, souvent, ils n'ont pas compris. Alors, si on fait une politique de formation, il faut évaluer les enjeux économiques et humanistes, mais qui va gagner? Il faut, par exemple, persuader l'employeur d'analyser sa main-d'œuvre car il peut perdre de l'argent autrement. Persuader que la formation de sa main-d'œuvre est un investissement. Passer d'un modèle dépense à un modèle investissement. Concilier les besoins de la main-d'œuvre avec les besoins en main-d'œuvre. Bon, il va arriver avec les besoins en main-d'œuvre, pour ceci, pour cela, tel métier, mais il faut lui faire penser aussi aux besoins de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que vivent les gens, leur famille, etc. Conciliation, travail, famille, etc. Par exemple, souvent, je dis, pour qu'on avance, il faut des crises. Mais malheureusement, actuellement, on dit on manque de main-d'œuvre, il faut former les gens. Mais de quoi parle-t-on? Les immigrants qui arrivent, comment on va les former? Avec quoi? Qu'est-ce qu'ils comprennent dans notre vocabulaire? Tu sais, il y a tous ces éléments-là qui rentrent plus dans la perspective du bien commun. Donc, des fois, on peut faire un peu des jonctions. Stratégiquement, il faut essayer de trouver les points de convergence entre bien public et bien commun, comme la reconnaissance des acquis, les conciliations travail-famille, l'apprentissage flexible dans tous les lieux, partout, etc. Donc, je pense qu'il faut être stratégique. Alors, il faut essayer de voir vraiment c'est quoi le bien commun, un peu ceci, mais il faut essayer, lorsque des politiques s'annoncent, ou lorsque, si vous voulez réagir au plan de M. Drainville, ou à des choses qu'on dit qu'on va faire en santé, parce que j'ai travaillé beaucoup en santé, il faut être capable d'inscrire les valeurs là-dedans. Et moi, je trouve qu'une chose super importante, c'est qu'un organisme comme le vôtre, quand il annonce des consultations, tout ça, dire « on veut être là ». Pas une fois que vous avez fait votre plan, puis vous allez dire « voici ce qu'il faut manger », mais définir nous-mêmes la nourriture. Il faut être là au point de départ, pendant que la politique s'élabore, quand elle est annoncée, surveiller sa mise en œuvre. Wow, c'est pas ça qu'il devait faire, puis on dit qu'il ferait ça. Et puis après, faire une évaluation après 1 an ou 2 de qu'est-ce qui s'est passé. Il faut suivre le continuum, le processus. Donc, il y a les mots, ce qui est proposé, mais il y a les processus. Alors, quand est annoncé quelque chose, l'inscription des adultes, ça va être quoi le processus? Comment ça va être mis en œuvre? Qui ça va rejoindre? Qui va être consulté, etc. Alors, c'est toutes des questions qu'il faut poser, qui sont en lien un peu avec ce modèle-là. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça va? J'ai épuisé mon temps? Si vous voulez lire ma thèse, la voici. Elle est en ligne. Vous pouvez ou bien prendre place là ou retourner dans la salle si vous le souhaitez. OK, je peux m'asseoir ici. Ça va? Mesdames et messieurs, ce que je trouve important, là, puis Pierre le soulevait et Mme Jean met une perspective historique, le bien public, le bien commun, l'éducation des adultes comme bien public et bien commun, on ne peut pas le prendre pour acquis. C'est une bataille, une lutte et en faire la promotion de décennie en décennie, de génération en génération. Mais présentement, vous êtes le groupe de personnes qui avez sur vos épaules cette lutte et qui devait donner le visage 2023 et plus dans nos contextes de crise de cette vision du bien public et du bien commun. Donc, à partir de maintenant, c'est vers vous qu'on se tourne, que je me tourne pour vous inviter à partager vos réflexions. On pourrait commencer par... Attends, je vais donner l'histoire. Oui. Ma meilleure définition de l'histoire, c'est l'histoire est une vérité complexe, devenue un mensonge simple. Attention. La vérité est un bien commun. Je pense depuis le début de l'Homo sapiens et de l'humanité. Et en vous écoutant, Mme Jean, j'ai une phrase de Paul Bélanger aussi qui m'est revenue, c'est « Si j'ai un objet et je le donne à quelqu'un, je le perds. Si j'ai des connaissances et je les donne à quelqu'un, je ne perds pas mes connaissances, mais on est deux maintenant à les avoir. Et on peut être beaucoup. »
Donc, le savoir, la connaissance est quelque chose d'un peu différent d'un objet, même si on peut collectivement avoir le contrôle, la propriété d'un objet. Donc, la phrase que je vous relancerai peut-être pour cadrer un petit peu, c'est depuis ce matin, on voulait vous susciter votre réflexion, vous alimenter, et on a eu une genre de conférence à multivoix par Pierre Doré, Madame Jean, Isabelle, Jessica, les balados et mes collègues discutants. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis le début de notre forum? Pour les gens en salle, il y a 2 micros dans les escaliers. Je crois aussi, si une personne a de la difficulté à se déplacer, il y a des micros qu'on peut, baladeurs, je ne sais pas comment on appelle, portables, portatifs, on pourra se rendre jusqu'à vous. Puis, il y a aussi les gens en ligne que j'invite dans la zone de clavardage à écrire des réflexions et tout à l'heure, j'inviterai Claudel à nous relayer. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce que vous avez entendu? Puis là, on commence à se préparer pour la suite, là, au retour du dîner, la discussion en atelier. Quelqu'un casse la glace? Oui, oui, merci. Pouvez vous présenter pour que les gens mettent un nom sur le visage? D'accord. Je m'appelle Manuel Soto. Je coordonne l'équipe de formation et d'accompagnement au Centre Saint-Pierre. J'ai beaucoup apprécié et le contenu et la forme. Alors, un gros félicitations à l'équipe d'organisation. Il y a 2 éléments qui me semblent importants puis dont on n'a pas beaucoup parlé. Un, c'est l'éducation populaire autonome, puis 2, c'est l'éducation non formelle. On en a parlé un petit peu par la bande, surtout avec Mme Jean, mais j'aimerais que ces 2 préoccupations-là soient présentes parce qu'elles me tiennent à cœur particulièrement, puis je ne suis pas seul. Merci. Merci. Je vais prendre comme un compliment quelqu'un du Centre Saint-Pierre qui nous félicite pour notre animation. Autre commentaire, vous? Oui, madame? Oui, bonjour. Loublin-Romer. Alors moi, j'ai fait un long voyage. Je vis à cheval entre Casablanca et au Maroc, donc en Afrique. Et la France, qui est mon pays d'origine, je suis un pur produit français et marocain, donc un hybride qui est devant vous. Merci pour la qualité de l'organisation. Je suis en train de mettre en place des organismes au Maroc en s'inspirant, je dirais, du modèle français, tout en respectant la culture marocaine. Je suis en plein dedans, finalement, sur cette notion de formation, sur la notion de l'apprentissage, quel outil, quelle méthode, sur la condition de la femme en zone rurale, comment fait-on pour apprendre à ces femmes d'apprendre, pour leur rendre leur dignité, leur autonomie. Donc, je m'éclate ici. Merci à vous et je vais apprendre plein de choses. Merci beaucoup. Petite anecdote, tout récemment, le Maroc a eu une contribution importante au bien commun et au bien public en éducation des adultes, puisque l'an dernier, en juin, la 7e conférence de l'UNESCO sur l'éducation des adultes s'est tenue au Maroc. Et merci de votre intervention qui ouvre le bien commun, c'est nous dans notre quartier, dans notre famille, dans notre province, dans notre ville, dans notre pays, mais il est question de l'humanité. Et quand Mme Jean évoque l'UNESCO et l'ONU, c'est à l'échelle de l'humanité qu'on défend le bien commun. Puis la crise climatique nous fait même sortir de notre humanité pour nous réinscrire dans la biosphère. Et là, le défi, c'est comment on atterrit en 2023 au Québec en éducation des adultes avec ses valeurs et ses convictions. Oui, madame? Bonjour, Jocelyne Chevrier. Je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je forme des directions d'établissement. Et en ce moment, je mène une recherche sur les actions, les pratiques de gestion des directions de centres de FGA qui favorisent la persévérance et la réussite. Moi, c'est la première fois que je viens à un forum de votre organisation. Je suis absolument enchantée de ce que j'entends depuis ce matin. Il en ressort la bienveillance, de la solidarité, que le bien commun, on va en prendre soin, on va le bâtir ensemble. Et moi, j'ai une préoccupation qui émerge par rapport à ce qu'on entend. Bon, on sait qu'on est dans un système d'éducation où là, c'est gestion des résultats, accès sur les résultats, puis les taux de réussite, puis ceci, puis cela.
Et j'ai des conversations approfondies avec des gens de la formation des adultes qui nous disent à FGA, bien là, on a un problème. Parce que nous, on a des gens qui ne vont pas augmenter nos taux de réussite, mais ces gens-là, ils sont en réussite quand même. Parce que ces gens-là, ils s'intègrent socialement. Ils n'atteignent pas le fabuleux diplôme d'études secondaires, mais ils se trouvent une activité où ils contribuent à la société. Et moi, comme direction d'établissement, je considère que ces gens-là sont actifs de façon positive et réussissent, mais je me fais dire, attention, là, tes taux de réussite n'ont pas augmenté. Là. Donc, j'ai toujours comme préoccupation d'avoir un genre d'annexe au rapport annuel qui est exigé par l'organisation pour dire, écoutez, mes taux sont ceci, mais j'ai des très beaux parcours, j'ai des beaux projets de vie chez mes gens. Fait qu'au niveau de la réussite, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Ça peut se décliner vraiment de façon différenciée pour les adultes. Puis bravo pour l'organisation. Merci. Merci bien. Claudel, est-ce qu'il y a des gens en ligne qui ont des réflexions? OK, très bien. Donc, il y a cette importance, garder en tête, et ce qui me frappe avec le bien public et le bien commun en particulier, c'est comme si c'est éternel. C'est comme si depuis que l'humain est l'humain, ses valeurs, ses convictions sont éternelles. Il faut les garder à l'avant-scène. Il ne faut pas qu'elles s'encrassent dans une vision individualisée et privée de l'éducation, pour ce qui est de notre cas. Mais en même temps, à chaque génération, dans chaque contexte, on a le défi de les mettre en œuvre. Dans les années 60, le Québec a donné un énorme coup de barre en créant un réseau public d'éducation, en réinventant la manière publique de mettre le bien commun en éducation à l'avant-scène. Et la démocratisation est importante là, à cette époque-là. Maintenant, on est dans un autre contexte. Selon l'ONU ou l'UNESCO, ça urge qu'on embraye parce que les crises sont dramatiques, la crise environnementale en particulier. Et il y a un mot de l'UNESCO, moi, que je trouve fort intéressant. Dans les années 90, l'UNESCO disait on a 4 grands défis. Apprendre, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être. Ils en ont rajouté un 5e récemment, qui est apprendre à devenir. Parce qu'on est la source de toutes les crises, continue d'être ce qu'on est, pas suffisant. Il faut devenir autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire comme bien commun? Comment concrétiser, nous, là, dans notre milieu, dans nos réseaux, en 2023 au Québec et avec les ponts qu'on peut tisser à l'extérieur, puis on a des amis de la francophonie canadienne avec nous ici en salle et en ligne. Comment, aujourd'hui, on donne la chair à ces valeurs profondes, tenant compte de ce que la dernière intervenante a un peu dit, il y a un peu une lourdeur bureaucratique, des obligations procédurales, des formulaires à remplir, un État lourd, mais au-delà, ces moyens, même si ce sont des obstacles importants, il y a le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour essayer de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mettre le bien commun à l'avant-scène des politiques, malgré, je n'ai pas encore entendu le mot rapport de force, mais il est présent dans la discussion. On peut avoir des convictions, mais ne pas avoir le rapport de force pour les mettre au jeu. Mais c'est de ça qu'on veut discuter. Oui? Comme je ne serai pas là après-midi. Vous avez une carte blanche pour intervenir, comme la carte chouchou, tout le monde en parle. Oui, je voulais juste dire que c'est un point très important, parce que dans le fond, tout est affaire de pouvoir. Que vous soyez dans la fonction publique, moi, j'ai été représenté le Québec à l'UNESCO pendant 2 ans. Donc, c'est sûr que autour de ça, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir des individus, des organisations, etc., etc. Mais il y a des choses quand même intéressantes qui se font et malheureusement, il y en a qui ont été suscitées par la pandémie. Comme moi, je fais un cours sur les objectifs de développement durable à l'intérieur de l'Institut de la démocratie du Québec. Et je parle des objectifs de développement durable. Bien ça, à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, que je croyais être une organisation figée dans le ciment qui ne s'occupait pas de personne, bien là, ils ont commencé, à cause des vaccins, à cause de la chaîne de production et de distribution, ils ont une merveilleuse directrice générale, qui est une Africaine, je ne me rappelle pas de son nom, donc je connais bien quelqu'un qui travaille là. Ils ont commencé là, à faire des nouveaux modèles, à essayer d'être plus participatifs, de faire des petits groupes au lieu de demander toujours le consensus de 190 pays. Donc, il y a des choses qui bougent, mais il faut spotter ces choses-là. Comme par exemple,
l'allocation, le privé. Si vous lisez les objectifs de développement durable, ça vaut la peine, vous regarderez qu'il y a le privé qui est là-dedans. Mais de plus en plus, il y a des organisations internationales comme l'UNESCO qui manquent de fonds. Alors, ils ont commencé à faire appel au privé. Ils acceptent, par exemple, de Bill Gates, de l'argent. Mais un organisme privé, souvent, c'est peut-être aussi la même chose dans vos... Il veut faire ses objectifs à lui, ses projets à lui. Et il ne veut pas voir à d'autres projets qui ont été identifiés collectivement par l'ensemble des pays. Donc, il faut essayer de faire bouger ça. Bien sûr, travailler avec le public, mais un peu à nos conditions aussi, en disant, bien, ça prend ceci, ça prend ça, et c'est là que les valeurs arrivent. Il faut dire, bien, là, il faut rejoindre tout le monde, il faut analyser qui est là, etc., etc. Alors, c'est très important, vous les relirez, les 17 objectifs, ça vaut la peine, parce que ça marche aussi avec les gouvernements, ils disent qu'ils s'en préoccupent, donc il faut leur dire que c'est pas toujours vrai. Je vais garder le micro. Autre manière aussi, à partir de vos milieux et pour partir des personnes, comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut postuler que chacun d'entre nous ici partageons ces valeurs de conviction, du rôle de l'éducation des adultes pour le bien commun, le bien public, mais on est confronté au quotidien à des obstacles qui nous empêchent ou qui nous créent une tension entre ces valeurs et la réalité de nos obligations, comme la conciliation famille, travail, études, je pense que c'est un nœud d'obstacles, de tensions à gérer. Mais qu'est-ce qu'il faudrait lever? Quels sont ces obstacles auxquels il faut s'attaquer, qu'il faut lever, qui nous empêchent de garder cette vision du bien public et du bien commun en éducation des adultes et du rôle de l'éducation des adultes comme bien public et bien commun? L'exercice qu'on va faire après-midi quand vous serez en atelier jusqu'à demain, et c'est l'intention, Pierre le disait d'une autre manière, de ressourcer ce point de vue de l'ICA. Ça fait une décennie qu'on a remis à l'avant-scène l'idée d'une politique. On frappe des murs constamment. Peut-être succès d'auteur, peut-être que oui, vous avez raison sur le plan intellectuel, puis après, ben, on retombe dans le quotidien, puis on gère des mesures, puis on gère des tours de vis supplémentaires, puis on oublie ces valeurs-là. Et là, notre défi, c'est l'intention ici collective. Comment redonner un élan concrètement? Je pense que ce n'est pas sur le plan des valeurs, ce n'est pas sur le plan de la vision. On pourrait débattre du monde idéal en éducation des adultes, puis probablement qu'on réécrirait le rapport Jean plusieurs décennies plus tard sur le fond, sur la forme. Probablement serait en infographie aujourd'hui, mais c'est de ça qu'on veut discuter. C'est ça qui est le nœud. Puis, donc, comme mise au jeu, ce que vous avez considéré comme majeur, important, puis que vous voulez mettre au jeu là, pour la suite de la discussion, et comment concrétiser, je pense que ça, c'est la bataille de l'ONU, de l'UNESCO, de tous les organismes qui portent une vision de bien public et de bien commun, mais qui n'arrivent pas à en faire la question centrale des politiques, mettre les valeurs au centre, et pas l'indicateur de réussite. Oui. Comment vous le voyez? Ouais, comment? Excusez. Comment? C'est ce que je trouve aussi fascinant. C'est des mots, on dirait, tout le monde sait ce que ça veut dire, intuitivement. C'est d'une limpidité à un certain niveau. Mais après... C'est bien dit, là, ici, dans les deux règnes, si on peut dire, le bien public implique le gouvernement, le bien commun implique une mission, un engagement, etc., etc. Au retour du dîner, à la pause, là, vous serez au jeu, mais ce que je veux sentir un peu là, c'est on est où exactement? Le cadre qu'on a posé ce matin, il y a de multiples portes d'entrée à la discussion. Elle n'est pas stabilisée, on l'a gardée ouverte à multiples portes d'entrée parce que c'est le but du forum de peut-être zoomer un petit peu là, vers la fin sur des chantiers. Mais ben, au retour, pas demain matin, là, mais lundi prochain, si l'ICA a à lancer quelque chose par rapport au bien public et au bien commun, tenant compte de sa capacité de rapport de force, là, qui est dans le fond vous, qui est tous les réseaux autour de l'ICA. Ce n'est pas l'équipe de 6-7 personnes, aussi vaillantes soient-elles, qui peuvent aller à l'avant-scène, mais sur quel clou il faut taper pour s'assurer qu'on ne perde pas, parce que ça peut se perdre, une vision du bien commun, mais qu'on réussit à la solidifier pour les prochaines décennies, pour nous et les enfants à venir. Oui, monsieur?
Oui, bonjour. Mon nom est Frédéric Vachon. Je suis organisateur communautaire pour l'organisme Défense collective des droits Ex-Aequo. On lutte en fait pour les droits des personnes en situation de handicap, plus particulièrement celles et ceux qui ont une déficience motrice. D'abord, merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes qui ont participé jusqu'à maintenant. C'est super intéressant. Moi, je pratique l'éducation populaire autonome dans mon organisation. Donc, on est plusieurs ici parmi vous, de ce que j'entends, avec le Centre Saint-Pierre. Je sais qu'il y a d'autres amis aussi présents. En fait, pour arriver à avoir ce rapport de force qui est si essentiel, là, Mme Jean l'a nommé tout à l'heure, en fait, ça prend des gens, ça prend des personnes. Ici, en ce moment, on est entre spécialistes, entre gens intéressés, on est des gens qui connaissent très bien le domaine de l'éducation, mais je pense qu'il manque en fait les apprenants, parce que la perspective de l'éducation populaire autonome, avec la pensée de Frère et de d'autres personnes qui ont participé à cette réflexion-là, bien, ça implique aussi d'avoir les gens qui nous apprennent des choses, puis qui participent à l'action citoyenne, qui se mobilisent sur le terrain. Évidemment, l'ICA peut avoir des super de bonnes idées, faire des mémoires, des consultations, demander des politiques, mais je pense qu'on a tout intérêt, en fait, à impliquer les apprenants et apprenantes. Puis ça passe notamment par l'accessibilité. C'est un mot qu'on retrouve au tableau. On a parlé plus tôt aujourd'hui de l'accessibilité géographique, l'accessibilité peut-être aux moyens de communication, mais l'accessibilité physique, c'est également important. Moi, je suis venu avec 2 de mes membres, 2 personnes qui s'impliquent dans mon organisation aujourd'hui. Malheureusement, les bâtiments ne sont pas toujours accessibles, mais j'aimerais qu'on se le rappelle qu'il existe toutes sortes de formes d'accessibilité, géographique, oui, physique, mais aussi on a des gens qui sont sur le spectre de l'autisme, qui ont des déficiences intellectuelles. Il faut réfléchir à toutes ces manières de réfléchir là pour qu'en fait, on ait la masse critique pour demander des changements forts auprès de l'État, qui malheureusement ne prend pas toujours ses responsabilités. Voilà. Merci. Éric, Marjorie, Isabelle, vous avez des réflexions ou de ce que vous entendez, des questions qui pourraient être relancées à la salle? Oui, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant. Bon, il y a plein de trucs que j'ai trouvé hyper intéressants. Mais il y a particulièrement la question, donc j'ai noté de l'évaluation. Et notamment, en fait, quand on parle d'éducation populaire autonome, quand on parle d'éducation non formelle, c'est quoi qu'on évalue et comment on évalue? En fait, c'est une question que j'aimerais poser parce que les organismes communautaires, les MAS, tout ça sont de plus en plus, ont de plus en plus de reddition de comptes à faire. Donc, cette question de réussite qui a été abordée tout à l'heure, je la trouve vraiment intéressante. C'est quoi qu'on évalue en éducation des adultes, notamment éducation non formelle, et qu'est-ce qu'on évalue? Donc, c'est peut-être une question. Éric, Isabelle? C'est un gros enjeu, un gros problème, parce qu'on demande justement aux organisations qui font de l'éducation populaire de répondre à des critères auxquels ils ne peuvent pas répondre. Puis c'est bien correct, ils ont un impact social à long terme qui a toute la valeur qu'on leur connaît, mais c'est pas avec des indicateurs de rendement traditionnels qu'on peut en rendre compte. Comme j'ai le micro, je le garde. Moi, la principale réflexion que je me suis faite, c'est que si l'éducation des adultes, c'est seulement un bien public, donc c'est-à-dire seulement la responsabilité de l'État, alors peut-être qu'il y a davantage de risques que ça soit privatisable. Et que pour contrer cet écueil-là, miser sur l'éducation des adultes comme bien commun, c'est là qu'on a un rapport de force à mettre. Dans la loi sur l'instruction publique, l'éducation des adultes au sens large est inscrite comme étant la responsabilité du ministère de l'Éducation. Donc, ça veut dire l'éducation populaire aussi. Mais peut-être que voilà, j'espère que je ne vais choquer personne, là, mais si on laisse à l'État, disons, la gestion du minimum, puis c'est ça qu'on a fait au départ, c'est-à-dire, oui, toutes les personnes ont le droit et la possibilité d'aller chercher un secondaire 5, c'est bien, mais peut-être qu'en partageant le reste, si la responsabilité est davantage partagée que strictement la responsabilité du ministère de l'Éducation, peut-être qu'on empêchera ce risque de privatisation ou d'oubli, puisque en fait c'est ça qui se passe, le ministère de l'Éducation oublie un peu le reste. Très bien. Éric? Je vais peut-être revenir un peu sur l'intervention au retour de la pause avec la citation de Camille Lorrain
qui, en 2023, est vraiment extrêmement actuel et qui date quand même de 1977. Je n'étais pas encore né, donc... quand j'ai été... puis j'ai choisi de travailler à l'éducation des adultes, puis quand j'ai été nommé gestionnaire, directeur adjoint, moi, en fait, mon intention, c'était vraiment d'élever et de changer, en quelque sorte, nos institutions en formation générale des adultes, d'amener ces opportunités de rejoindre, bref, changer le monde. Aujourd'hui, je me rends compte quand même que les enjeux sont toujours aussi omniprésents lorsqu'on parle, entre autres, d'éducation populaire, lorsqu'on parle, on parlait tout à l'heure de l'intervenante de l'Université de Sherbrooke, là, les impacts de la gestion axée sur les résultats, avec certaines populations, certains domaines d'apprentissage, de formation. Je pense qu'il va falloir intégrer dans la gestion axée sur les résultats la dimension du capital humain et comment le potentiel, effectivement, oui, capital, ça faisait un peu ça faisait un petit peu argent. Le potentiel humain, surtout pour nos clientèles qui présentent une diversité de besoins particuliers. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur l'évaluation avec les données probantes et tout ça. Nous, on avait fait une politique pour, quand j'étais à Ottawa, on a fait une politique à un moment donné sur une politique sociale. Les politiques sociales, souvent, ont des effets à long terme. Hein? Donc, on a essayé de trouver une façon de vendre notre affaire au Conseil des ministres. Et ce qu'on a trouvé, c'est des études qui avaient été faites aux États-Unis sur Head Start. C'était des programmes pour les enfants pauvres. Au lieu de dire qu'il faut aider les enfants pauvres, ils avaient ramassé les données. Un enfant qui se scolarisait jusqu'à tel niveau, bien après, elle allait payer des taxes, elle allait payer des impôts, elle allait peut-être poursuivre des études. Il avait trouvé une approche économique, ce qui n'est pas inutile dans notre contexte actuel. Alors, essayez de transformer les choses en trouvant des données qui prouvent que mettre l'accent sur le potentiel humain est gagnant à plus long terme. Bien là, c'est beau de dire ça, mais il faut arriver à avoir des données qui peuvent être incluses. Alors, en disant, il faut inclure des données à long terme dans les comptes rendus qu'on va faire. On peut dire que, par exemple, en éducation populaire, on a eu telle population, puis là, on a des gens qui sont rendus ici ou qui sont rendus là, et qui travaillent ici ou là, et qui payent des impôts et des taxes. C'est un peu machiavélique, mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut trouver une façon. Parce qu'ils ne vont pas arrêter de demander ça. Là. Alors, donc, il faut le faire. Il ne suffit pas de dire on est bon, on est merveilleux, puis on a du monde. Hein? Il faut essayer de trouver des choses. Puis, il en existe des études. Nous autres, on avait trouvé notre fameux Head Start, puis ça avait marché au Conseil des ministres. Regardons ça, on n'avait jamais pensé à ça. OK? On avait pris des données américaines. Et c'est quand même trouver des façons. Comme la réussite. C'est bien beau, la réussite. Mais comment ils la définissent, la réussite? C'est quoi réussir? C'est devenir premier ministre, c'est quoi? Alors, souvent, on ne définit pas les concepts. C'est pour ça que c'est important de définir les concepts. Parce que, par exemple, en santé, actuellement, il y a beaucoup de travail qui se fait sur One Health, une éthique, une approche globale de la santé. À l'OMS, toute une décennie là-dessus. Donc, il faut toujours penser qu'il y a peut-être des choses qu'on peut utiliser pour vendre nos affaires. Aider le ministre qui s'occupe de nous, comme l'éducation ou la santé, à défendre auprès de ses collègues ce qu'il y a à faire. Parce que les collègues, des fois, ils vont dire, OK, ben, si on bâtit une prison, ça c'est bien, la brick and mortar, comme on dit, là. Mais si on fait quelque chose à plus long terme, écoute, tout le monde à qui on a donné tant de millions, ils chialent tout le temps. Oui, mais attends, je vais vous expliquer les rendements économiques. C'est important. Ce que vous dites, ça permet de repositionner le forum, les suites, parce que parmi ces suites, il y aura d'aller présenter aux ministres et au gouvernement les chantiers, cette vision, les valeurs, la manière de la faire atterrir. Et dans cette vision large, bien, l'ICA devient un instrument dans une discussion publique, votre instrument, dans une discussion publique sur remettre à l'avant-scène une vision du bien public et du bien commun, parce qu'on a un peu perdu la boussole et les GPS dans le moment-là. Oui? Bonjour, moi c'est Nathalie Dufour, je travaille à la Commission de la construction du Québec. J'ai différents chapeaux. Dans mes temps libres, j'enseigne aussi au collégial. Alors, moi, ce qui m'a frappé de ce qui a été dit ce matin, c'est vraiment la différence entre l'éducation aux adultes puis des adultes, parce qu'effectivement,
quand j'enseigne à des différents types d'AEC, on est confronté, c'est toutes des clientèles adultes. Et effectivement, moi, j'apprends beaucoup de mes candidats étudiants là, dans mes différents cours. Puis je voulais faire un petit peu de pouce avec notre collègue, je m'excuse, j'ai oublié ton nom, mais notre collègue qui a pris la parole au sujet des apprenants. Ce que je remarque souvent, là, c'est parce que c'est effectivement, si on va aller chercher un rapport de force, quand j'ai des étudiants qui débutent ou qui terminent certains types d'AEC, puis on leur demande, puis là, ça s'inscrit un peu dans l'apprentissage tout au long de la vie, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton CV, qu'est-ce que tu vas, souvent ils se préparent à faire des recherches de stage. C'est comme si tout ce qu'ils avaient vu avant d'arriver en classe aujourd'hui, ça n'existait pas. Puis c'est des choses qui vont dire même, ce que j'ai fait dans mon pays avant de venir ici, est-ce que je dois le considérer dans mon CV? Ben oui, tu ne l'as pas oublié. J'utilise beaucoup le référentiel de l'ICA pour leur faire sortir leurs compétences génériques aussi, là, dans certains cours, mais il faudrait peut-être... puis là, ben, c'est des belles pensées, mais leur redonner un petit peu, puis on a parlé d'empowerment tantôt, leur donner un petit peu le pouvoir, leur rappeler qu'ils ne partent pas de zéro là, quand ils sont assis là. Ils ont des super belles compétences qu'ils ont développées à travers différents types d'emplois. Quand vous parliez, là, la mère qui gère les horaires, etc., c'est toutes des compétences qui sont définitivement réutilisables dans différents programmes d'études, dans différents types d'emplois. Puis j'ai l'impression que peut-être que le rapport de force, on serait capable d'aller un petit peu plus le chercher si on était capable de trouver un moyen que les gens réalisent qu'ils ont des super belles compétences, qui n'arrivent pas avec rien, puis que de là, on est juste capable de bâtir ensemble, puis que tout le monde en profite. Alors moi, c'est ça qui me frappe un petit peu ce matin. Merci. De ce côté. Bonjour, Bertrand Guibard, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain, CSN. Je suis responsable du dossier éducation. Nous, au Conseil central, on fait de la formation de nos militants, évidemment, sur des tâches syndicales, je dirais, ce qu'on appelle la poutine, et aussi de la formation sociopolitique là, qui est ouverte à la population en général. Je reviendrai un peu là, à la question du rapport de force. Je suis content qu'elle arrive aussitôt dans la discussion. C'est un peu surprenant parce on commence à discuter sur le fond, puis déjà, on est plus dans une réflexion qui est de nature stratégique. C'est probablement parce que, effectivement, on est entre nous, si on veut le dire comme ça. Mais je voulais quand même rappeler que le cadre dans lequel on évolue, il n'est pas de notre côté. Là. Il n'est pas du côté du bien commun. Puis même si on peut trouver des personnes dans le système qui sont sensibles à des arguments, elles font partie d'un cabinet, font partie d'un mouvement politique qui est... l'hégémonie politique actuelle, elle est néolibérale puis depuis une bonne quarantaine d'années, puis capitaliste depuis une couple de siècles. Là. Donc, c'est pas la voie du bien commun, là, elle n'est pas dominante. Donc, ça implique nécessairement une lutte. Là, vous entendez le syndicaliste qui parle, évidemment, là, mais ça implique une lutte, puis ça implique une de nos grandes préoccupations à nous, c'est de faire converger les différentes luttes. Parce que le problème actuellement, c'est peut-être le problème fondamental même, c'est le morcellement des luttes. C'est qu'il y a beaucoup de combats qui se mènent à gauche et à droite pour des causes qui sont très nobles, mais qui, par ailleurs, auraient avantage à se réunir pour être plus fortes. Donc, je pense que le concept de bien commun, que je t'en parlais, Daniel, tantôt, je trouve que c'est excellent comme façon de présenter puis de valoriser l'éducation des adultes, mais il faudrait aussi, selon moi, que ça devienne un espèce de catalyseur qui permet à toutes les personnes qui ne sont pas nécessairement, dont l'intérêt principal n'est pas nécessairement l'éducation des adultes, par exemple les syndicats, et puis ça servirait d'un peu de voie pour ramener toutes ces forces-là ensemble, parce que ça ne sera pas une question argumentaire, ça ne sera pas une question de convaincre le ministre Drainville que, je ne sais pas, moi, l'école à 3 vitesses, ça existe. Ils savent très bien toutes ces choses-là. Là. On n'a pas rien à leur apprendre. Il faut, par contre, les obliger à faire des choses. Il y a un président de la CSN, Marcel Pépin, qui a été aussi, par ailleurs, président de la Confédération syndicale internationale, qui disait, oui, il faut avoir raison, mais il faut surtout avoir la force d'avoir raison. Et je pense que c'est en général, dans les milieux sociaux, un peu ce qui manque. Puis là, ça pose tout le problème, justement, du financement. Je suis aussi sur le site de certains organismes communautaires, là, fait que je le vois un peu, là, même si ce n'est pas ma première occupation. Donc, tu sais, l'argent, elle n'est pas neutre. Quand je reçois un financement, on parlait de reddition de comptes, il y a des redditions de comptes, mais il y a des limites aussi qui se posent. Je donne un exemple sans nommer l'organisme, mais je suis au sein d'un organisme qui est présentement en train de réfléchir à changer son nom parce que ça faciliterait la recherche de financement que de changer son nom. Donc là, je trouve que c'est rendu loin dans,
je dirais peut-être pas la soumission, là, mais la recherche de reconnaissance de la part du pouvoir en place, alors que ce que ce pouvoir-là porte, ce n'est pas la même chose que nous. Donc là, je ne suis pas en train d'appeler à la révolution armée, mais je suis en train de dire qu'il faut prendre acte du fait qu'on n'est pas face à des interlocuteurs qui sont sensibles à ce qu'on dit à la base, puis on n'est pas non plus face à des interlocuteurs qui ont intérêt à suivre le chemin que nous, on voudrait emprunter. Fait que on revient au rapport de force, puis comme je dis, je suis très content qu'on en parle dans ces termes-là. Je m'en excuse, je vais quitter, c'est pas pour faire comment on dit, un coup de force, là, mais j'ai une réunion à midi que je peux absolument pas manquer. Fait que je vais quitter le micro et je vais quitter la salle, mais je vais revenir cet après-midi. Merci. Puis ce que tu soulèves permet de nous rappeler une grande vérité, là, les droits humains ne sont pas tombés du ciel. Les droits humains sont devenus des lois parce qu'il y a les mouvements sociaux, suffragettes, etc., les syndicats au 19e siècle, qui se sont battus, qui l'ont demandé, qui ont poussé, et ça ne leur a pas été donné gratuitement. C'est toujours le cas présentement. Fait qu'on est un peu dans une situation de ce type. Oui? Il y a un point qui fait que quand même... C'est-à-dire... Votre micro, s'il vous plaît, pour que les gens en ligne, surtout en ligne, vous entendent. Il faut éduquer les politiciens. C'est bizarre à dire, mais il faut, par exemple, si vous faites un rapport, là, envoyez-le au ministre. Bon, premièrement, il ne mettra pas dans la poubelle, il va demander à son chef de cabinet de le lire. Il va dire, c'est-tu important, c'est des choses importantes. Alors moi, quand je travaillais avec le Fonds de recherche du Québec, je disais, envoyez pas un rapport de 100 pages, faites un sommaire exécutif avec les points principaux. Et puis, invitez-les à vos réunions. Aussi, moi, j'ai vu à l'UNESCO, des fois, on a invité des journalistes, on a invité des scientifiques, on a invité des ministres. Alors, c'est étonnant, parce que moi, quand j'ai fait la commission, ça a été ma grande découverte. Il y avait Jacques-Yvan Morin, qui était ministre de l'Éducation. Mais l'éducation des adultes, pour lui, là, ça ne disait absolument rien. C'était des gens éduqués qui retournaient à l'éducation permanente pour un cours de formation toutes les années. Le fondement, ils ne comprenaient pas ça. Alors, il faut essayer de rencontrer les politiciens, de discuter avec eux et de discuter aussi avec les hauts fonctionnaires. Parce que moi, j'ai été sous-ministre. Le sous-ministre, c'est important dans un ministère. Hein? Et donc, il faut essayer d'éduquer les politiciens. Une fois, j'en avais un dans la salle, j'avais dit ça, puis il dit, oui, mais moi, j'ai un doctorat. Oui, un doctorat. Vous n'avez pas un doctorat en éducation des adultes, là. Alors, c'est étonnant. Les gens sont nommés là, et souvent, comme Bernard Dranville, je pense qu'il est dans une courbe éducative. Il faut essayer. Bon, gérer une courbe d'apprentissage, c'est d'être un apprenant. Là. Ça peut être une manière de partir des personnes, comme vous disiez. Juste avant de quitter pour la pause du dîner, je vous laisserai, dans le fond, vu que les gens vont discuter entre eux, tout ça, qu'est-ce que vous laissez aux personnes avant l'atelier, la première ronde d'atelier? Une idée, une impression, une question, ne pas oublier ceci. Je vous mets sur la sellette, mais c'est la fonction qu'on vous a donnée. Mais c'est le rôle qu'on m'a donné, de vous mettre sur la sellette. Éric, donc de relancer la balle aux gens pour le retour du dîner en atelier. Oui, tout à fait. Je pense que, moi, pour ma part, là, on parlait des concepts, hein, comprendre des concepts, les expliquer, les concepts. Je pense que éducation des adultes et éducation aux adultes, il y a vraiment... on va dire que ce sont deux concepts, mais la signification, elle est vraiment extrêmement différente, les visées. Je pense que de poursuivre cette réflexion-là pour un peu s'assurer de nos domaines d'influence, notre capacité d'influence, nos capacités d'intervention. Moi, formation de la main-d'œuvre, formation en main-d'œuvre, effectivement. Puis on va être beaucoup plus en formation en main-d'œuvre actuellement avec ce qui s'en vient là, en lien avec la pénurie d'emploi. Alors, c'est ce que je pourrais relancer. Marjorie? Moi, j'ai bien aimé le rapport de force. Donc, j'ai opposé les termes qu'on utilise depuis tout à l'heure avec le courant néolibéral dont on a parlé et le courant humaniste. Donc, cette idée capital humain, usager, client, libre marché, laisser-faire, individualiste, comme l'a dit Isabelle, qui est centré donc sur le néolibéral, en fait, et le courant humaniste, comprenons-nous, en fait, c'est un peu pour ça qu'on est tous là, finalement, aujourd'hui, là. Donc, le bien public, bien commun, vivre ensemble, justice, solidarité, autonomie. Donc, les termes qui nous habitent, en fait, justice, solidarité, autonomie, ça nous rejoint tous, là. Et c'est ça, moi, mais justice distributive, ouais.
C'était pas marqué dans le petit truc, mais c'est vrai, justice distributive, tout à fait. Et c'est ça, c'est comment on fait converger nos luttes, en fait. Donc, c'est peut-être ça que je me dirais qu'on pourrait réfléchir dans les ateliers, comment on converge autour de ces questions-là, alors qu'on vient tous, on l'a vu depuis ce matin, de milieux très divers, et comment on arrive à faire notre commun dans ce bien commun, finalement. Très bien. Isabelle? Peut-être en début de réponse, je ne sais pas, mais on le sait, l'éducation des adultes, elle est partout. Alors peut-être que ce qu'on doit faire, c'est le montrer, puis éduquer nos ministres pour leur dire, parce que si, voilà, le ministère de l'Éducation, ce qu'il veut, c'est la réussite scolaire. On dit qu'on parle de réussite éducative, mais en fait, c'est surtout de la réussite scolaire, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir 75% des élèves de 6e année qui ont plus que 70% à leur examen de mathématiques. C'est ça, hein, la politique en réussite éducative. Ça, c'est bien beau, mais en vérité, il n'y a pas que l'école qui est utile à la réussite éducative des jeunes. L'environnement social, l'environnement familial, c'est ça qui contribue énormément à l'éducation, là. Et donc, si les parents sont des adultes mieux formés, plus alphabétisés, qui sont dans des milieux plus sûrs, etc., ça va bénéficier, ça va être bénéfique pour les plus jeunes. Donc, répondre à ce truc que le ministère veut. C'est-à-dire, on peut trouver des façons d'argumenter comme ça, j'ai l'impression. C'est un exemple. Très bien. Et Madame Jean, vous, je vous laisserai le mot de la fin. Si vous aviez une question à relancer ou une réflexion à relancer pour nos travaux en atelier. Je pense qu'ils ont tout dit, là. Mais en fait, moi, mon affaire a toujours été de développer le potentiel humain, de partir des apprenants. Qui êtes-vous, vous, qui êtes ici? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je suis allée quelquefois intervenir dans un cours de quelqu'un qui est ici, là. Audrey, t'es où, Audrey? Es-tu là? Ah oui, Audrey Dahl, à l'Université du Québec. Mais il y a puis beaucoup d'immigrants, des fois, dans sa classe, quand on leur dit ça, qu'on veut savoir d'où ils partent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, ça les motive, ils trouvent ça intéressant, ça leur ouvre des horizons. Alors, je trouve que vous êtes bien partis. Tout ce que vous avez fait, c'est un excellent travail. J'ai hâte de voir le résultat. Vous m'enverrez ça. Alors, c'était très bien. Merci encore de m'avoir invité. Merci beaucoup. Juste avant quelques consignes plus cléricales.